Bonjour à tous. On va débuter ce webinaire sur les problématiques de tabac, d'eau-sevrage et de sommeil. Déjà remercier les infirmières diplômées en santé au travail qui sont présentes autour de moi ce matin. On parle beaucoup des médecins du travail, mais les médecins du travail fonctionnent avec des infirmières. Et on a la chance d'en avoir trois au niveau du pôle. Donc Estelle, Roche, Muriel Paniaga et Nathalie Allier qui va nous rejoindre très prochainement. Donc c'est une nouveauté, cette séquence qui vous est offerte, puisque je crois que c'est la première fois que les IDEST du coup animent un webinaire sur une thématique de santé. Donc, le choix qui a été fait cette année, c'est de traiter une thématique qui traite à la fois de la santé publique et à la fois de la santé au travail, pour qu'il y ait convergence, parce que c'est un petit peu dans l'air du temps. Donc, le tabac et l'aide au sevrage, le sommeil. Voilà, donc je pense que c'est une première initiative qui en amènera d'autres, et je les remercie fortement pour l'investissement qu'elles ont mis autour de ce travail, et puis leur mise en lumière, parce que je pense que c'est la première fois qu'elles interviennent et qu'elles vont porter un sujet en webinaire. Voilà. Donc moi, je me présente rapidement, Mickaël Brenas, responsable du pôle santé, sécurité et qualité de vie au travail du centre de gestion. Muriel Paniaga, infirmier diplômé en santé au travail, avec une expérience un petit peu avant en addictologie. Estelle Roche, infirmier diplômée en santé au travail, mais aussi avec une expérience professionnelle un petit peu avant, me semble-t-il, dans le domaine de l'enfance, c'est ça? Voilà. Et Nathalie Allier, infirmière diplômée en santé au travail, qui a travaillé aussi dans le privé sur ce même métier. Voilà. Eh bien, donc, nous y allons. Ce que je vous propose, c'est d'éteindre vos micros, parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour qu'on puisse mener des choses, mener les débats et les échanges correctement. Et on n'est pas très nombreux, on va dire une dizaine, une quinzaine, voilà. Le mieux, c'est qu'on prenne un temps d'échange à la fin sur vos questions. Donc, ne faites pas spécifiquement remonter via la partie conversation. On verra les choses au fil de l'eau, on aura largement le temps de vous répondre individuellement. Voilà. C'est parti. Donc, première partie sur la partie tabac et aide au sevrage. Bonjour à tous. Alors déjà, excusez-moi pour la voix, j'ai une trachéite, donc je vais faire au mieux que je peux pour que vous puissiez m'entendre. Donc la première partie, donc tabac et aide au sevrage. Donc un petit rappel au niveau de la réglementation. Donc la loi EVA donc, du 10 janvier 1991 donc, interdit de fumer dans les lieux collectifs. Le décret du 15 novembre 2006 modifie la loi EVA étend l'interdiction de fumer à tout lieu fermé, ouvert, accueillant du public ou qui constitue un lieu de travail. La loi qui concerne la lutte contre le tabagisme du 26 novembre 2015 considère les produits de vapotage de la même manière que ceux du tabac. Il est donc interdit de vapoter dans un bureau partagé ou non, même si vous ouvrez votre fenêtre. Tout manque de rigueur peut être passible d'une amende de 450 €. Alors, un point sur quelques généralités. Donc, en 2024, en France, un adulte sur quatre fume quotidiennement. Les hommes davantage que les femmes. Donc, vous avez un versus 27,4% versus 21,7%. L'augmentation qui a été observée parmi les femmes entre 2019 et 2021 semble ne pas se poursuivre. Donc, la notion du tabagisme actif, donc c'est l'usage de tabac, qu'il soit fumé, prisé, consommé seul ou avec d'autres substances. L'inverse, le tabagisme passif est le fait d'inhaler de manière involontaire la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs. La consommation de tabac reste en France la première cause évitable donc de mortalité et reste un facteur majeur de maladies cardiovasculaires. Alors, la composition du tabac. Donc, vous avez 7000 substances chimiques, dont 70 cancérigènes qui sont connues. La teneur en nicotine donc, est variable. Vous avez 1 mg de nicotine par cigarette manufacturée, donc c'est celle que vous achetez en paquet. 2 mg pour le tabac roulé, que vous rouliez votre cigarette fine, filtrée, tubée, non tubée, donc c'est 2 mg de nicotine. Et 7 mg pour un joint de cannabis, un joint 3 feuilles, c'est-à-dire un petit joint. Donc, lors de la combustion de votre cigarette, donc quand vous allumez votre cigarette, il va y avoir une inhalation de la fumée. Et c'est dans cette fumée que vous allez retrouver 3 substances. La première, c'est la substance
qui est psychoactive, addictive, c'est la nicotine. Donc la nicotine, quand vous la fumez, elle a un effet shoot, c'est-à-dire que du moment où vous la fumez jusqu'au moment où elle arrive au cerveau, ça passe en 10 à 20 secondes pour arriver directement dans notre cerveau. Une cigarette, c'est équivalent à peu près à 10 shoots. Après, dans la fumée, vous allez retrouver les substances toxiques qui sont plutôt cancérigènes, le goudron, le monoxyde de carbone qu'on retrouve aussi dans notre sang et qui passe après dans les poumons, bien sûr, et qui encrassent les poumons. Et enfin, donc la troisième partie, c'est tous les produits irritants cancérigènes, dont le benzène, l'arsenic, qui, eux, agressent la sphère ORL, notamment. Donc après, l'addiction. Donc l'addiction, elle se compose de 3 dépendances. Donc la dépendance, en général, c'est une entrée qui est progressive. On est toujours dans le sentiment de je vais maîtriser ma consommation, j'arrête quand je le veux. Et au final, on continue de consommer jusqu'au moment où on ne peut plus s'arrêter de consommer le produit. Donc la dépendance, donc je vous ai mis la définition, c'est un phénomène physiologique qui conduit à consommer à nouveau pour ne pas subir les effets désagréables du manque. Donc les effets désagréables du manque, on les connaît tous, hein, ce sont l'irritabilité, les troubles de la concentration, des troubles du sommeil, une augmentation de l'appétit. Donc la première dépendance que vous allez avoir, c'est la dépendance physique. Donc on en revient sur la nicotine que je vous disais tout à l'heure. Donc la nicotine qui passe des poumons, qui arrive au niveau du cerveau, qui se colle au niveau de nos récepteurs nicotiniques au niveau du cerveau. Le cerveau, quand il reçoit la nicotine, sécrète une hormone qui s'appelle la dopamine. La dopamine entraîne une sensation de plaisir. Et c'est cette sensation de plaisir qui va faire qu'on sécrète de nouveau des récepteurs nicotiniques. Donc, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Donc, pour faire simple, toute cigarette, au bout de 30 minutes à une demi-heure, 30 minutes à une heure, pardon, va nous donner envie d'en refumer une autre. Donc, ça, c'est vraiment la dépendance physique de la nicotine. Après, vous avez la dépendance psychologique. Donc, ça va être très variable d'une personne à une autre. Il va y avoir une notion de plaisir et surtout de la gestion de l'émotion. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la cigarette, la cigarette plaisir, c'est-à-dire que vous voulez vous détendre, fin de journée, dans votre voiture, vous fumez une cigarette. Vous buvez un café, vous vous détendez. Au contraire, vous allez prendre une cigarette parce que vous êtes énervé, vous êtes stressé, donc vous pensez que la cigarette va vous détendre. Donc là, ça va être plutôt on va dire une émotion négative. Au contraire, vous allez vous dire, oh, je suis fatigué, je vais être plutôt stimulé intellectuellement, donc je vais prendre une cigarette. Donc c'est toutes ces notions-là d'émotions positives et négatives qui vont être importantes à prendre en compte dans le sevrage. Et enfin, vous avez la dépendance comportementale. Donc celle-là, ça devient un automatisme, un réflexe. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir des situations que vous faites régulièrement sans penser. C'est-à-dire que ce n'est pas le besoin de cigarette qui va se déclencher, c'est un automatisme. Vous avez l'habitude de faire une pause, de boire une cigarette, de boire un café, d'avoir une cigarette, et bien l'association pause, café, cigarette devient un automatisme, devient réflexe. Vous êtes en soirée, vous buvez un verre d'alcool, vous avez envie d'une cigarette, automatisme. Donc ce n'est plus l'envie qui déclenche la consommation, mais c'est bien réflexe, c'est bien la situation répétitive. Donc ces 3 dépendances combinées, ben, vous arrivez au stade de l'addiction, où là, effectivement, selon la définition, il y a une incapacité à contrôler sa consommation en ayant conscience des effets néfastes pour votre santé physique et psychologique. Donc c'est bien les 3 dépendances qui arrivent à l'addiction. Il faut quand même simplement noter que les personnes qui vont commencer à fumer dès l'adolescence ont un risque supérieur de devenir dépendants par rapport à un adulte qui va commencer à fumer. Et le tabagisme en période d'adolescence augmente vraiment le risque de dépendance à l'alcool et au cannabis. Alors, le tabac. Donc, le tabac est en cause dans de nombreuses pathologies. Donc, c'est déjà la première cause de mortalité évitable en France. Un cancer sur 3, donc je vous ai mis la petite photo. Donc, le tabac, donc un cancer sur 3 est dû au tabagisme. 90% des cancers du poumon sont liés au tabac. Donc, ce qui est quand même énorme. 70% des cancers aérodigestifs, c'est-à-dire la gorge, le larynx, le pharynx, l'œsophage, tout ça, c'est lié au tabac. Vous avez 50% des cancers de la vessie. Après, je ne vous ai pas détaillé, mais vous avez effectivement l'utérus, vous avez tous les organes du corps qui sont touchés par le tabac. Le tabac présente un gros facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires.
du fait qu'il diminue la capacité cardiaque à l'effort, c'est-à-dire qu'il provoque dans un premier temps de l'hypertension artérielle et au fur et à mesure, il peut provoquer des infarctus du myocarde, des AVC. Il peut aussi entraîner des maladies respiratoires chroniques, donc la fameuse BPCO, donc la bronchopneumopathie obstructive, du fait qu'effectivement le tabac diminue la capacité respiratoire, donc entraîne forcément une insuffisance respiratoire sans arrêt du tabac. Donc le tabagisme augmente aussi l'intensité des crises d'asthme, multiplie le risque de bronchite, d'infection pulmonaire, est un facteur péjoratif en cas de Covid. Et donc, je vous ai rajouté, il y a d'autres pathologies aussi qui sont touchées, liées au tabac. Donc, vous avez les gastrites, les ulcères gastriques, vous avez le diabète type 2, l'eczéma, le psoriasis. Donc, en gros, tout le corps est touché par la consommation de tabac. Donc, le risque de développer une maladie est lié au nombre de cigarettes qui est fumé chaque jour, mais surtout à la durée pendant laquelle on a fumé. Donc, il faut être conscient que si vous fumez 5 cigarettes par jour, mais toute votre vie, vous aurez autant de risques que quelqu'un qui aura fumé une cigarette et qui aura fumé moins de temps. Donc, de toute façon, il faut être très vigilant sur le nombre de cigarettes, nombre d'années. Un petit bémol sur le tabagisme passif. Donc là encore, c'est une exposition qui on est régulièrement exposé donc à la fumée de cigarette. Donc le risque est bien réel. Il va y avoir en France à peu près 1100 décès par an, dont 150 cancers du poumon. Le tabagisme passif aussi augmente le risque d'asthme chez les enfants, tout ce qui est otite, rhinopharyngite, et a un rôle effectivement dans la mort subite du nourrisson. Donc on se rend bien compte que le tabac, on soit à côté, donc est un gros facteur péjoratif pour notre santé. Alors, les différentes aides au sevrage. Alors, dans un premier temps, il va falloir toujours vous rapprocher d'un professionnel de santé. Donc là, que ce soit votre médecin, un tabacologue, un pharmacien, une infirmière, un panel de spécialistes. Donc, le but, c'est de consommer votre consommation réelle de tabac pendant 2 à 3 semaines pour adapter une posologie concrète, vraiment adéquate de vos substituts et aussi d'assurer un suivi régulier. Donc, le traitement médicamenteux, souvent, sont prescrits par le médecin traitant. Donc, vous avez notamment le Champix. Donc, cette molécule est vraiment à suivre par le médecin. Donc, c'est quelque chose que je parlerai peu. Je vais davantage me centrer sur les substituts nicotiniques, plus connus sous le nom de TNS, où là, la nicotine, elle est apportée lentement par la peau et par les muqueuses. Donc, vous n'avez plus cet effet shoot que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la nicotine qui se collait au niveau des récepteurs nicotiniques. La nicotine va se diffuser tranquillement par la peau et les muqueuses. Après, on va parler de la vapote, parce que c'est quand même un produit qui est sur le marché depuis quelques temps. Donc, la vapoteuse, c'est pareil, il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas d'inhalation de ces substances toxiques et des produits irritants. Et là aussi, il n'y a pas d'effet shoot de la nicotine. Donc, ces deux moyens de sevrage sont très intéressants. Après, vous allez avoir d'autres aides, donc les TCC, les thérapies cognito-comportementales que vous pouvez avoir avec des psychologues, l'acupuncture, le moisson tabac, donc j'y reviendrai tout à l'heure, l'application tabac info-service, où là, vous avez multitude de conseils et d'aides et répondent à vos questions. Et après, il va y avoir forcément des conseils diététiques, des activités sportives et loisirs, et évidemment, il faudra prévenir l'environnement familial et professionnel que vous allez arrêter de fumer. Ils seront toujours d'une grande aide. Il faut qu'ils en soient informés. Alors, les fameux TNS. Alors, vous avez dans un premier temps les patchs. Alors, que ce soit les patchs, les gommes à mâcher, les comprimés à sucer et les sprays buccales, ils sont pris en charge par la sécurité sociale et par le mutuelle. Il faut une prescription médicale donc de votre médecin ou d'une infirmière. Alors, les patchs, vous avez plusieurs dosages, 21, 14, 7 mg sur 24 heures, ou alors 25, 15, 10 sur 16 heures. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir garder des patchs toute la journée, sur 24 heures, ou alors sur 16 heures, à enlever quand vous allez dormir. Donc, le principe de base, toujours appliquer le patch sur une peau sèche, sur un site où il n'y a pas de poils. Alterner le site d'application chaque jour. Donc, vous avez les bras, omoplate, poitrine, hanche. Il faut laisser en place selon le temps, soit sur 16 heures, soit sur 24 heures. Il ne faut pas l'enlever avant, sinon vous n'avez pas votre dose de nicotine.
Le patch, il est imperméable, donc vous pouvez tout à fait prendre votre douche avec. S'il se décolle, vous mettez un sparadrap par-dessus. Il peut y avoir une rougeur, quelques démangeaisons qui apparaissent en début de traitement, qui souvent disparaissent au bout de 48 heures au retrait du patch. Il peut y avoir des troubles de sommeil, un petit peu agités, mais mes collègues vous en parleront plus tard. Donc, si c'est le cas, pendant la nuit, il faut bien retirer le patch. Si vous avez un patch de 21 mg pour 24 heures, vous retirez votre patch et au réveil, il faudra prendre une gomme. Donc, la gomme, donc là, vous avez deux dosages, 2 et 4 mg. La posologie est normalement maximum 12 gommes par jour. Et vous avez les comprimés à sucer, 1 à 4 mg, 12 comprimés par jour aussi. Donc, il vaut mieux prendre une gomme et un comprimé dès l'apparition de l'envie de fumer. Donc, si vous avez une gomme, la gomme, il faut bien la positionner en haut des muqueuses buccales, la caler en haut donc, de la joue et attendre que la gomme fonde. Donc, il faut bien attendre à peu près une vingtaine de minutes. C'est très important d'attendre, il faut que la nicotine soit bien diffusée dans l'ensemble de la muqueuse buccale, de la muqueuse buccale, pour que la nicotine donc, soit bien diffusée partout. Au niveau du comprimé, au contraire, il faut bien le mettre sous la langue et faire des allers-retours jusqu'à complète dissolution. Le spray, alors le spray c'est une pulvérisation, donc c'est égal à 1 mg de nicotine et dans votre flacon vous avez 150 doses. Donc le spray, il faut bien appuyer sur la partie supérieure pour libérer une dose vers l'intérieur de la joue en évitant les lèvres. Il ne faut pas inhaler, donc il ne faut pas respirer lors de la pulvérisation parce qu'il faut vraiment que le produit n'entre pas dans les voies respiratoires. Donc, évitez d'églutir. Le tout, c'est que vraiment la nicotine reste au niveau encore de la muqueuse buccale. Et donc, l'inhaleur, c'est plutôt pour les très gros fumeurs. Donc, l'inhaleur n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il est prescrit cependant. Donc, une cartouche, c'est égal à 10 mg de nicotine. Et il ne faut pas dépasser 12 cartouches par jour. Donc, il faut placer la partie la plus mince dans votre bouche et il faut inhaler profondément par petites bouffées fréquentes et continues jusqu'à épuisement de la cartouche. Donc, tout ça, c'est tout le panel qu'on a, ce qu'on appelle au niveau des TNS. Donc, il faut, ce que je vous disais tout à l'heure, bien connaître sa consommation réelle de cigarettes pour adapter la posologie. Si vous fumez 5 cigarettes par jour, il faut vérifier par exemple sur le week-end si vous en fumez plus ou pas pour pouvoir effectivement adapter la bonne posologie des TNS. Donc pour en revenir à la bonne posologie, normalement quand vous avez les patchs, les gommes, si vous vous dites bon, au final j'y pense à peine, j'aurais dû le faire plus tôt, c'est que le dosage est bon. Si au contraire vous vous dites vraiment je ne peux pas, je suis énervé, j'ai une baisse de morale, je suis anxieux, j'ai très faim, j'arrive pas à me concentrer, donc là vous avez les signes de manque de nicotine, donc là c'est que vous êtes sous-dosé. Au contraire, si vous avez des nausées, la tachycardie, le cœur qui s'accélère, vous avez mal à la tête, la bouche qui est pâteuse, une sensation de vertige, là, c'est que vous êtes surdosé par rapport à votre consommation habituelle de nicotine. Donc, en moindre doute, il faut demander conseil à un professionnel de santé. Vous pouvez avoir une prescription de votre médecin, mais vous pouvez tout à fait vous rendre dans une pharmacie avec votre prescription, expliquer comment vous êtes, et la pharmacienne va vous donner des conseils, bien sûr. Alors, la vapoteuse. Donc, la vapoteuse, elle est mise sur le marché depuis 2005. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées dans les vapoteuses. Donc, ça reste un dispositif qui est électronique, donc qui n'a pas l'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire, contrairement à un médicament ou au fameux TNS qu'on a vu tout à l'heure, où il y a une autorisation de mise sur le marché, ce n'est pas le cas de la vapoteuse. Donc, ce dispositif électronique, il est composé d'une batterie, d'une résistance et d'un réservoir dans lequel vous allez pouvoir mettre le liquide. Privilégier une ample CE ou AFNOR pour votre vapoteuse. Et là aussi, il va falloir demander conseil du choix de votre vapoteuse dans un magasin spécialisé. C'est-à-dire que vous allez choisir votre vapoteuse en fonction de votre consommation réelle de cigarettes, puisque vous allez avoir des vapoteuses qui vont avoir un retour, ce que nous on appelle le HIT, moins important. Et pour quelqu'un qui va fumer davantage, on va préconiser une vapoteuse avec un HIT plus important. Donc ça, c'est le conseiller dans le magasin spécialisé qui va vous orienter. Pour le e-liquide, il faut savoir que le e-liquide est principalement composé soit de propylène glycol, soit de glycérine végétale. Donc, c'est des produits qui sont complètement évacués par l'organisme, qui ne sont pas cancérigènes du tout.
Il va y avoir avec ou sans nicotine, toujours de la nicotine naturelle, et avec ou sans arôme. Donc, vous allez donc choisir le liquide en fonction de la vapoteuse que vous allez choisir. Le liquide, il doit toujours avoir une norme ANSES. Donc, c'est vraiment les deux dispositifs, norme CE, norme AFNOR, norme ANSES pour le liquide. Donc, comment fonctionne la vapoteuse? Donc, le liquide est chauffé. Il va être transformé en fine gouttelette qui, mélangée avec de l'air, va se transformer en vapeur. Donc, c'est la fameuse vapeur qu'on voit à chaque fois. Donc, l'avantage de la vapoteuse, c'est qu'il n'y a pas de combustion, cette fameuse combustion qu'on a au début avec la cigarette. Donc, s'il n'y a pas de combustion, il n'y a pas d'inhalation de substances toxiques, il n'y a pas d'inhalation de produits irritants. Donc, la vapoteuse reste un outil de sevrage tabagique qui reste préférable au tabagisme actif. Alors, le mode d'utilisation de la vapoteuse, donc, il est vraiment préconisé une utilisation exclusive, donc pas de vapofumage, c'est-à-dire pas de cigarette et pas la vapoteuse en même temps. Il vaut mieux avoir la vapoteuse et associer les produits validés, notamment les TNS. Vous pouvez tout à fait avoir des patchs, des gommes, un spray et la vapote. Donc, le tout, c'est de pouvoir avoir une bonne posologie pour ne pas avoir les effets de manque et pas avoir un surdosage. Il est aussi recommandé d'éviter les arômes. Il faut une utilisation plutôt limitée dans le temps, parce qu'on a une méconnaissance des effets secondaires à long terme de la vapoteuse. Donc, comment on utilise la vapoteuse? Donc, c'est plutôt une aspiration qui reste douce pendant 3 à 5 secondes. Donc, ça, c'est une puff. Et 20 à 30 puffs, c'est l'équivalent d'une cigarette. Donc, les effets indésirables qui peuvent être transitoires en début d'utilisation. Donc, vous aurez peut-être une toux, la gorge qui est irritée, la bouche qui est sèche. Donc, privilégiez de boire un petit peu plus. Maux de tête, palpitations, sensation de vertige. Donc, dans ce cas-là, dans un premier temps, espacez les puffs et demandez conseil à votre médecin ou à un professionnel de santé. Et donc, revenir sur l'entretien de la vapoteuse selon les recommandations du fabricant. C'est très important que votre vapoteuse soit bien entretenue pour qu'elle soit efficace. Là, on est donc le mois du tabac. Donc, ça, on en est sur la 9e année. Donc, le kit est composé d'un programme de 40 jours, donc à débuter donc 10 jours avant l'arrêt donc du traitement du tabac. Pourquoi? Parce que ces fameux 10 jours vont nous permettre de quantifier votre consommation réelle de cigarettes, les émotions que vous allez mettre sur chaque cigarette, savoir si justement si c'est des émotions plutôt positives ou négatives. C'est ce qui va nous permettre de bien doser vos TNS. Il va y avoir une nouveau des économies, c'est-à-dire de pouvoir quantifier un peu l'argent que vous allez épargner sans acheter de tabac. Un descriptif avec toutes les informations et conseils qui sont utiles pour vous aider dans votre sevrage. Un numéro de téléphone, donc le 3989, donc c'est le prix d'un appel local, du lundi au samedi de 8h à 20h. Et là, vous serez accompagné par un tabacologue, une diététicienne, une infirmière, une psychologue. Donc, tous les professionnels de santé qui sont là pour répondre à toutes vos questions et à vos conseils. Site internet, vous avez Tabac Info Service. Donc, ce kit, vous pouvez le retrouver dans les salles d'attente des médecins traitants, en pharmacie, un petit peu partout. Il est accessible, très efficace. Donc, ne pas oublier que quand vous êtes sur une période, vous avez envie de faire un sevrage, il va falloir, donc là, je vous ai parlé donc, du coup de la dépendance physique, la dépendance comportementale et pardon, de la dépendance psychologique. Et pour la dépendance comportementale, donc c'est nos habitudes de vie. Il va falloir avoir une alimentation un peu plus équilibrée parce que forcément, quand on prive notre cerveau d'une substance, il a envie un petit peu de, pas de se venger, mais de récupérer autre chose. Donc, il va falloir, au niveau de l'alimentation, avoir une alimentation plus équilibrée. Essayer de faire une activité physique régulière. Je ne dis pas d'aller courir tous les jours, mais tous les jours, prendre 15 minutes pour vous. Avoir des activités de loisirs, c'est-à-dire si vous avez envie de lire, de faire des arts créatifs, faites-le. Il faut que votre cerveau soit occupé. Et surtout, le dites bien, il faut le dire à votre entourage, à votre famille, à vos collègues de travail pour dire que voilà, vous souhaitez arrêter de fumer. C'est pas facile, mais comme dit une publicité il n'y a pas si longtemps que ça, quand on commence, on n'est pas tout seul. Quand on arrête, on n'est pas tout seul non plus. On est plus fort quand on est ensemble. Et donc la dernière, les bienfaits de l'arrêt. Donc
il faut me dire que quelle que soit la quantité de tabac qui est consommée, et aussi longtemps qu'on est fumé, il n'est jamais trop tard pour arrêter. Et les bénéfices interviennent presque immédiatement. Au bout de 20 minutes de l'arrêt de cigarette, la pression sanguine et le rythme cardiaque redeviennent normaux. Au bout de 8 heures après l'arrêt, la quantité de monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié. Au bout de 2 jours, vous retrouvez le goût et l'odorat. Au bout d'une semaine d'arrêt, la circulation sanguine générale s'améliore. Au bout d'un an, le risque d'accident cardio-cérébral rejoint celui d'un chauffeur. Au bout de 5 ans, les risques de cancer du poumon diminuent presque de moitié. Et enfin, au bout de 15 ans après l'arrêt, l'espérance de vie redevient identique à celle des personnes n'ayant jamais fumé. Donc, il y a quand même énormément de bienfaits. Écoutez, je vous remercie. J'espère que vous avez pu comprendre avec ma voix. Je vous laisse avec mes collègues qui vont vous parler donc du sommeil et des troubles. Je vous remercie. Juste, merci Muriel. Je vois qu'on captive bien le monde puisqu'il n'y a personne qui a quitté du coup la conférence, donc c'est très bien. Merci Muriel. Je passe la parole du coup à Estelle et Nathalie. Alors, nous, du coup, on va vous parler du sommeil et ses troubles. Je suis désolée. Tu changes de... Donc, alors d'abord une petite définition pour qu'on comprenne bien ce que c'est que le sommeil. Mais quand le monde est soumis au sommeil, le sommeil, donc c'est le processus quotidien de réparation et de récupération, en fait, qui va permettre un bon éveil. Donc, la définition selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est que le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience qui sépare 2 périodes d'éveil. Il est caractérisé par une perte de la vigilance, une diminution du tonus musculaire et une conservation partielle de la perception sensitive. Ce qui veut dire que, effectivement, on n'est pas vigilant de ce qui se passe. Par contre, si quelqu'un vient nous serrer la main ou vient nous toucher, ça va provoquer notre éveil. Donc, avant de vous parler vraiment en fait des mécanismes du sommeil, je vais vous parler de chronobiologie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? En fait, la chronobiologie, c'est tout simplement les mécanismes qui vont se mettre en place au niveau de notre horloge interne. Donc, on va d'abord parler du rythme circadien. Donc, pourquoi, après tout, on ne dort pas, par exemple, pendant 48, 72 heures et qu'on n'est pas en état de veille pendant 3 jours? Eh bien, tout simplement parce qu'on est tous soumis à un rythme circadien. En fait, c'est une horloge interne qui est nichée au cœur du cerveau. Alors, bien sûr, sans rentrer dans les détails physiologiques, en fait, cette horloge interne va régler toutes les fonctions biologiques de l'organisme qui vont être soumis à ce rythme. Alors, il régule notamment le cycle du sommeil et le cycle d'éveil. Et en fait, ce cycle circadien va se répéter toutes les 24 heures. C'est pour ça que souvent, en fait, nos journées sont composées de 24 heures, tout simplement. Donc, alors bien sûr, selon les personnes, ce rythme ou ce cycle va être un petit peu modifié. Mais en tout cas, à peu près pour tout le monde, on constate que, par exemple, vers 10 heures du matin, c'est là où l'attention est la plus importante et la concentration est la meilleure. En fin de journée, par exemple, vers les 18 heures, c'est là où l'attention elle est plus élevée, par exemple. Et 4 heures du matin, c'est le moment de la journée où la température est la plus... On est soumis à ce rythme circadien. Une hormone qui va intervenir dans le sommeil, c'est la mélatonine. Donc, c'est l'hormone du sommeil et c'est grâce, en fait, à l'horloge circadienne que la sécrétion de la mélatonine va débuter à peu près vers 21h30. Je crois bien. Alors, excusez-moi, s'il vous plaît, il doit y avoir une personne qui doit avoir son micro qui est encore allumé. Est-ce que c'est possible de l'éteindre? Parce que ça parasite. Je pense que c'est Madame Sylvie Fouillou. Oui, est-ce que c'est possible de vous couper votre micro, s'il vous plaît, parce que du coup, ça fait des interférences. Il y a aussi l'accueil d'urgence et tout ça, donc ouais. Bon. Ouais, je vais le couper si je veux. Je sais pas, regardez voir. Voilà. Bon, excusez-nous. Du coup, on revenait à la mélatonine. Donc ça, c'est l'hormone du sommeil, en fait. La sécrétion de la mélatonine va débuter vers 21h30. Et puis, elle va s'accélérer rapidement au cours de la nuit. Donc, c'est souvent pour ça, parfois, quand on est en fin de journée, on est tranquille devant notre télé, et puis on sent que le coup de barre, des fois, arrive vers 21h30. Et c'est pour ça aussi que c'est important parfois de respecter aussi son rythme, parce que quand on sent qu'il y a un petit coup de fatigue comme ça, c'est qu'en fait, c'est l'appel du corps pour vous dire, là, c'est le moment d'aller au lit et d'aller se coucher, parce que parfois, on retarde un petit peu
le coucher, et parfois ça peut dérégler en fait ce fonctionnement au niveau de la mélatonine. Donc en fait là le taux va grimper tout au long de la nuit, et entre 1h et 3h du matin il va atteindre son pic, et puis il va redescendre sur le matin et il est quasiment à zéro à 9h du matin. Alors après il peut y avoir des variations, notamment l'hiver, parce que effectivement l'hiver, bon, vous allez voir après le rôle de la lumière, mais l'hiver en fait sous l'effet du manque de la lumière, en fait la mélatonine va parfois être sécrétée plus tôt et plus tard dans la journée. Ensuite, on a le rôle de la lumière, parce qu'effectivement, c'est aussi quand on parle souvent des écrans par rapport au sommeil, là, vous allez comprendre pourquoi en fait la lumière a un rôle important. Donc la lumière, elle est captée au niveau de la rétine, qui va ensuite transmettre en fait un signal à l'horloge interne. Et en fait, ça va provoquer, si vous voulez, la remise à l'heure du cycle pour le synchroniser sur 24 heures. Donc c'est donc l'exposition à la lumière pendant la journée et à l'obscurité pendant la nuit qui va permettre en fait de synchroniser l'horloge biologique. Et c'est souvent pour ça qu'on est réveillé la journée et qu'on dort la nuit. Donc là, par exemple, ça va pouvoir décaler l'effet de la lumière. Par exemple, les personnes qui sont de nuit et qui vont être exposées plutôt le soir, en fait, et la nuit jusqu'à 5h ou 6h du matin. Alors, c'est vrai que l'hiver, à 6h du matin, il fait nuit, mais l'été, à 5h du matin, il commence à faire jour. Et du coup, ça va dérégler aussi ce rôle de la lumière. Le cycle du sommeil avec le rôle de la lumière, et de même que quand on est exposé aux écrans, forcément, ça stimule la rétine et ça va stimuler forcément la veille en fait. Alors ensuite, le mécanisme du sommeil. Donc, comment se passe une nuit de sommeil? Donc, le mécanisme du sommeil, en fait, ça va être des cycles qui vont se faire tout au long de la nuit. Donc, une nuit, il va y avoir à peu près 3 à 5 cycles de sommeil d'environ 90 minutes. Donc, comme vous pouvez voir sur le schéma, il va y avoir donc la première phase, ça va être d'abord la phase d'endormissement, bien évidemment. Et puis après, on va atteindre le sommeil léger. Alors, le sommeil léger va se décomposer en 3. Alors là, je ne l'ai pas forcément décrit sur le schéma, mais ça va se décomposer vraiment en 3 temps. Donc, on va avoir du coup le sommeil lent qui va être léger. Donc, cette phase, c'est une période de transition en fait entre l'éveil et le sommeil. Elle dure à peu près quelques minutes et elle est caractérisée vraiment par un ralentissement en fait du rythme cardiaque, de la respiration, et on sent que la température corporelle commence à descendre. Ensuite, on a la phase de sommeil lent léger, mais un cran plus loin, on va dire. Elle correspond à un sommeil légèrement plus profond. Elle dure environ à peu près 20-30 minutes. Et cette phase, donc, il va y avoir les ondes cérébrales, cette fois, qui vont devenir plus lentes et les mouvements oculaires qui vont s'arrêter. Et après, on a le sommeil lent profond, où là, cette phase est la plus réparatrice pour l'organisme, en fait. Elle va durer à peu près entre 20 et 40 minutes. Et elle va se caractériser au niveau du cerveau par des ondes cérébrales très lentes qu'on appelle les ondes delta. Et en fait, c'est durant cette phase-là qu'il va y avoir la production d'hormones, alors de plusieurs hormones, bien évidemment, je ne vais pas toutes les citer ici, mais qui vont favoriser en fait la réparation des tissus et la récupération musculaire. Donc cette phase en fait de sommeil lent, profond, elle est très très importante pour la récupération. Il faut savoir que le sommeil lent, donc les 3 là que je vous ai cités, représentent à peu près 75% de la durée du sommeil. D'accord ? Ensuite, le cycle du sommeil, après, on va arriver sur le sommeil paradoxal. Et là, le sommeil paradoxal, en fait, c'est un sommeil qui est un petit peu plus agité. Il va représenter 25% en fait, de la durée totale du sommeil. Et il intervient après chaque phase profonde. Donc, il est caractérisé, lui, par des mouvements oculaires qui vont être rapides sous les paupières, une activité cérébrale qui va être intense. Et c'est pendant cette phase, en fait, on va avoir la période des rêves. Donc, il va y avoir une paralysie temporaire du muscle du corps, on est comme paralysé. Et cette phase-là, elle est essentielle, par contre, pour la consolidation de la mémoire et le traitement des émotions. Voilà. Et après, entre chaque phase, il va y avoir un temps d'éveil bref, mais souvent, on ne s'en rappelle pas. Et on va réenchaîner encore sur un autre cycle. T'inquiète, c'est bon. Tu peux changer. Alors, le rythme du sommeil. Donc, dans le mécanisme, il y a différents rythmes. Donc, en fait, comme vous l'avez vu, effectivement, il y a les différentes phases, mais le rythme du sommeil va changer au cours de la nuit.
le rythme n'est jamais figé. Donc, effectivement, il peut y avoir sur le début de nuit, il va y avoir peut-être une période de sommeil lent profond qui va être plus importante. Et puis, sur la fin de nuit, on va plus avoir peut-être du sommeil léger et du sommeil paradoxal. Et c'est souvent d'ailleurs sous la fin de nuit qu'on finit par du sommeil paradoxal. Et c'est pour ça, souvent, quand on rêve, on se dit bah, tiens, je me souviens de mon rêve parce qu'on finit sur le sommeil paradoxal. Donc, effectivement, le corps est bien fait parce que si toutefois on dort mal pendant une nuit, eh bien, normalement, la nuit d'après, on va avoir une phase de sommeil profond qui va être plus importante pour pouvoir récupérer la nuit d'avant qui n'a pas été très bonne. Donc le sommeil aussi évolue en fonction de la vie, en fait, hein. C'est vrai que les enfants, les bébés ne vont pas dormir de la même façon que nous, les adultes. Il va y avoir un sommeil qui va être lent et profond jusqu'à l'âge à peu près de 20 ans environ et qui va être beaucoup plus important. Et à mesure qu'on vieillit, en fait, ce sommeil lent profond va être moins important et c'est plutôt le sommeil léger qui va être majoritaire. C'est pour ça souvent qu'on dit bah, avec l'âge, on dort moins bien, on a plus de troubles du sommeil. Bah non, en fait, c'est que c'est juste notre cycle qui est complètement différent. La quantité nécessaire et la qualité de sommeil va varier aussi d'une personne à une autre. Bien sûr, l'environnement joue, hein, l'hygiène, le rythme de vie va jouer aussi son rôle sur la capacité à dormir et à bien récupérer lors de la nuit de sommeil, mais il y a la génétique aussi qui rentre en compte. Donc effectivement, on va avoir les gros dormeurs, les petits dormeurs, les couches tard, les lève tôt. Et donc ça, c'est plus lié en fait à la génétique. Voilà. Alors bien sûr, vous vous doutez bien que plus on a un sommeil de qualité, plus ça a des effets positifs en fait sur l'organisme. Donc ça va améliorer la mémoire et les capacités cognitives. Ça va avoir le sommeil a un rôle vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, de réparation et régénération de l'organisme. Il va renforcer aussi le système immunitaire. En fait, il faut comprendre que pendant ce temps de sommeil, il va y avoir tout un tas de mécanismes qui vont se mettre en place au niveau du corps et avec la régulation de l'humeur aussi, hein, et de la santé mentale. Et bien sûr, quand on a bien dormi, on voit bien, il va y avoir une amélioration des performances physiques. C'est sûr que si on doit faire un cross ou si on doit faire un trail, si on n'a pas dormi, on sait qu'on va être moins performant que si on a fait une bonne nuit de sommeil. Et puis, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des sécrétions d'hormones qui va faire que pendant la nuit, en fait, il va y avoir un contrôle du poids et du métabolisme. Et on sait que aussi le sommeil préserve bien sûr la santé cardiaque. Voilà. Alors, ensuite, on va plus aborder les troubles du sommeil. Donc, qu'est-ce qu'un trouble du sommeil? Ça correspond à toutes les perturbations de la durée ou de la qualité du sommeil. Donc, qui est concerné? On se rend compte qu'il y a quand même une personne sur 3 qui présente des troubles du sommeil. Donc, l'Institut national du sommeil et de la vigilance met en évidence en fait quand même une dégradation de la qualité du sommeil depuis 4 ans, c'est-à-dire à peu près depuis le début du Covid. Alors, qu'est-ce qui va induire ça? On sait très bien qu'effectivement, le stress et l'anxiété vont jouer un rôle, bien évidemment, sur les troubles du sommeil. Alors, il y a différents troubles du sommeil. Tout d'abord, l'insomnie. L'insomnie, c'est l'insuffisance de sommeil, en fait. On a des difficultés souvent d'endormissement, des réveils nocturnes et un sommeil qui ne va pas être réparateur. L'hypersomnie, là, en fait, c'est l'inverse, c'est l'excès de sommeil. Alors, c'est vrai que souvent, on parle d'insomnie, parce qu'on va dire que la plupart des gens, c'est plus ce trouble du sommeil, mais il y en a qui ont, au contraire, de l'hypersomnie. En fait, ils vont avoir un besoin excessif de sommeil, avec des grosses périodes de somnolence excessive dans la journée, malgré une durée de sommeil normale dans la nuit. Ensuite, la parasomnie. Alors, la parasomnie, ça va être plutôt des comportements anormaux, en fait, pendant le sommeil. Ça va être, tout le monde a entendu parler déjà, du somnambulisme, le grincement des dents, où on serre aussi les mâchoires, ça s'appelle plutôt le bruxisme, et on parlait en dormant. Parce que là, effectivement, ça va forcément perturber la qualité du sommeil et la qualité réparatrice du sommeil. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui va être somnambule, qui va aller se promener ou déambuler dans la maison, on sait que son corps ne va pas récupérer comme quelqu'un qui fait une bonne nuit de sommeil. Il va y avoir aussi les troubles du rythme circadien, ce que l'on parlait tout à l'heure. Là, ça vient souvent à la suite d'un dérèglement en fait, de notre horloge biologique. Alors, quand est-ce que ça vient? Souvent pour les postes, les agents qui ont les postes
les 3-8 et les horaires de nuit. Là, forcément, ça vous dérègle complètement le rythme circadien et forcément, ça peut entraîner aussi des rythmes du sommeil. Alors, l'apnée du sommeil, c'est un trouble respiratoire, là, par contre, qui va en fait entraîner en fait, des apnées au niveau du sommeil et qui va entraîner par contre une grosse fatigue dans la journée avec une somnolence. Cette apnée du sommeil, elle est favorisée par l'obésité. Et puis, on va voir aussi le syndrome des jambes sans repos. Alors ça, c'est peut-être un petit peu moins connu, mais en fait, on parle des jambes, d'impatience dans les jambes. Souvent, quand on s'endort, voilà, on a des espèces de picotements, de tiraillements au niveau des jambes. Et puis, des fois, ça peut s'élancer très fort et ça peut vous empêcher de vous endormir. Parfois, il y a des personnes qui sont obligées de se relever pour calmer un peu ça et puis se rendormir, pour pouvoir se rendormir et s'allonger tranquillement. Voilà, donc comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, l'insomnie, c'est le trouble le plus fréquent, 20% de la population quand même qui est atteinte d'insomnie. Alors bien sûr, on va voir un peu les causes qui sont liées à l'insomnie. C'est forcément voilà, le stress, les facteurs génétiques, les écrans, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis bien sûr certaines maladies. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, donc les causes, l'hygiène de vie et la santé mentale ont un impact considérable sur le sommeil. C'est vrai que quand on a passé une mauvaise journée au travail, quand on est énervé, quand on est anxieux, quand on est stressé, on va avoir un peu plus de mal à s'endormir le soir et parfois le sommeil peut être perturbé parce qu'on se réveille et qu'on cogite sur notre journée ou quand on a une grosse semaine et qu'on cogite sur les journées à venir. Les écrans, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à cause de la luminosité. Et puis aussi, parfois, ça peut énerver ceux qui jouent beaucoup au jeu, les gamers, là, en fait, et voilà, ils font un combat ou un truc comme ça. Donc, forcément, ça énerve et c'est pas propice, en fait, au sommeil. Le manque d'activité physique aussi régulière. On sait que quand on fait une bonne randonnée, souvent, le soir, on est bien fatigué ou une bonne journée de ski, on est bien fatigué. Et effectivement, on se rend compte que l'activité physique, elle a vraiment un impact aussi sur la fatigue. Et du coup, ça va engendrer le sommeil. La consommation de produits excitants, donc comme disait Muriel tout à l'heure, effectivement, le tabac peut aussi énerver, la caféine, toutes les boissons en fait énergisantes. Et puis le fait de manger juste avant de se coucher, effectivement, si vous mangez une bonne truffade avec une bonne charcuterie une demi-heure avant d'aller au lit, le sommeil va être un petit peu plus lent. Voilà, l'alcool, bien évidemment, parce que l'alcool, en fait, fait partie aussi des excitants, donc ça va forcément énerver et réduire la qualité du sommeil. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le stress, l'anxiété et la dépression aussi. Donc les effets du manque de sommeil, comme vous le savez tous, quand vous avez mal dormi, il va y avoir une somnolence durant la journée et probablement aussi un risque de somnolence pour les personnes qui conduisent. Une perte de vigilance et d'attention aussi en état d'éveil, on est moins vigilant. Une trouble de la concentration, un changement d'humeur, c'est vrai que quand on a mal dormi, des fois, on n'est pas trop bonne humeur. L'irritabilité aussi, il peut y avoir un œil qui tremble involontairement aussi, ça c'est parfois un signe de manque de sommeil. Et puis des troubles de l'alimentation. C'est vrai que quand on est fatigué, on va avoir tendance à avoir envie de manger du sucre, du gras. C'est vrai que souvent pour grignoter, on n'a pas envie de manger de la salade verte, mais plutôt aller sur des petites choses qui vous font du bien, voilà, psychologiquement parlant, mais pas au niveau de la santé. Alors, ensuite. Alors, les conséquences pour la santé, effectivement, à force de manquer de sommeil, il va y avoir des risques de dépression, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, on n'a plus du coup la capacité de se régénérer au niveau de l'organisme, des troubles cardiovasculaires avec de l'hypertension, par exemple, des troubles du rythme cardiaque, un risque de diabète, voire d'obésité ou de surpoids, un risque de cancer. Et bien sûr, ça augmente le risque d'accident parce qu'effectivement, quand vous ne dormez pas très bien et que vous prenez la voiture après, ou pour tous les agents des collectivités qui font de la conduite d'engin ou autre, bien sûr, il y a un risque d'accident qui peut être plus élevé. Donc, il faut savoir quand même que le sommeil est une activité qui occupe un tiers de notre vie. Donc, c'est sûr que quand on a un sommeil de mauvaise qualité, on se doute que forcément, ça a des répercussions sur la santé. Donc, les traitements, la première chose à faire, c'est vraiment modifier son mode de vie. Parce qu'effectivement, les personnes qui sont accros aux jeux vidéo ou les écrans, pour modifier ça, peut-être, comme on disait tout à l'heure aussi, faire un peu d'activité physique qui va en fait
après amener au sommeil. Alors évidemment, après, quand il y a vraiment des gros troubles du sommeil avec plusieurs nuits où on ne dort pas sur une durée de plusieurs mois, et ben, effectivement, il faut consulter donc, votre médecin qui, lui, après, va vous orienter, va pouvoir vous prescrire soit des compléments alimentaires à base de mélatonine qui va un petit peu améliorer le sommeil, soit des thérapies un petit peu plus fortes avec des somnifères, une aide respiratoire quand il y a une apnée du sommeil, ou quand il y a effectivement une dépression ou d'autres pathologies, vous prescrire une thérapie bien adaptée. Il peut y avoir aussi des traitements naturels. Votre médecin traitant ou votre pharmacien peut aussi vous conseiller là-dessus. Ça peut être de l'homéopathie, des médicaments voilà, à base de plantes. Et puis je pense que aussi, effectivement, pour des personnes qui sont un peu stressées, qui ont vraiment du mal à trouver l'endormissement, la médiation, le yoga, des exercices de relaxation peuvent être tout à fait indiqués aussi pour favoriser le sommeil. Donc après, voilà les conseils en fait. Il faut éviter de dîner 2 à 3 heures avant le coucher en fait, avec plutôt un repas léger. Voilà. Se plonger dans le noir, c'est vrai que comme on l'a vu tout à l'heure, la luminosité joue un rôle forcément au niveau de la rétine, donc c'est mieux d'être dans le noir. Après, effectivement, au moment de l'heure d'endormissement, on peut faire jouer aussi les 5 sens avec la vue, s'imaginer une photo qu'on aime bien, parfois aussi se rappeler d'un parfum, d'un souvenir. On peut se mettre aussi une petite ambiance musicale avec un peu musique de relaxation. Faire des exercices peut-être de relaxation de cohérence cardiaque qui va jouer sur la fréquence respiratoire et aussi sur la fréquence cardiaque. Il est important aussi de s'aménager son environnement parce que parfois, dans les chambres, il y a aussi le bureau, il y a aussi l'ordinateur qui est posé à côté, ou le téléphone, ou la télé, etc. C'est important vraiment de dédier sa chambre, faire un petit espace cocooning pour qu'elle soit aussi accueillante, avec une température pas trop élevée, 18-20 degrés. C'est mieux aussi pour le sommeil. Et essayer de respecter, comme on disait tout à l'heure, son rythme biologique. Chacun a son propre rythme. Et c'est important d'écouter les signes de son corps. Quand on sent qu'on est fatigué, il faut aller se coucher. Et essayer, comme les enfants finalement, de respecter en fait un rythme régulier, lever, coucher, pour vraiment respecter son rythme biologique. Voilà, donc là, moi, je voulais faire juste un petit aparté sur le travail de nuit, travail posté. Alors, effectivement, la fonction publique territoriale, ça concerne essentiellement les agents, en fait, les reapers ou autres qui vont être concernés, ou bien sûr tous les agents des EHPAD qui vont travailler la nuit. Donc là, on sait que vraiment le travail de nuit provoque un dérèglement et une désynchronisation de l'horloge biologique. Ça c'est sûr. Le sommeil, en fait, le rythme de sommeil est perturbé. Et il faut savoir que le sommeil de jour n'est pas aussi réparateur que en fait, le sommeil de nuit. Parce que ça va être un sommeil qui va être morcelé, ça va être parce qu'il y a du bruit tout autour et qu'il y a surtout le jour et que souvent les agents de nuit, avant de rentrer chez eux, ils ont fait la route et souvent ils ont été soumis aussi à la luminosité. Voilà, donc il faut savoir que en fait, le travail de nuit entraîne en fait, un déficit chronique de sommeil, une réduction de 1 à 2 heures de sommeil par jour, soit une nuit de moins par semaine, donc ce qui est quand même considérable. Et là, effectivement, pour les travailleurs de nuit, on parle de dette de sommeil, donc qui va entraîner une perte de la vigilance, un risque accru de somnolence, bien évidemment, avec une augmentation du risque de la fréquence et de la gravité des accidents du travail, notamment de trajet, surtout quand avec Muriel, pour avoir fait toutes les deux travail de nuit et travail en 3-8, c'est vrai que quand on a fait une grosse nuit de travail, quand on rentre, parfois, effectivement, on sent la fatigue qui nous gagne. Voilà. Et puis, je voulais aborder aussi avec vous qui peut être quelque chose qui peut être mis en place en fait dans les collectivités. Ça va être la micro-sieste au travail. Alors, la micro-sieste, en fait, c'est quelque chose qui se pratique énormément beaucoup, en fait, et depuis de nombreuses années, dans les pays plutôt asiatiques, parce qu'ils ont vraiment trouvé un bénéfice en gain de concentration. Donc, en fait, la micro-sieste, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est vraiment une sieste qui dure entre 10 et 15 minutes. En fait, elle va juste permettre de rentrer dans un état de somnolence et de sommeil léger. Vous vous rappelez tout à l'heure les différents cycles du sommeil. On va vraiment être sur la première partie. En fait, là, le dormeur va juste en fait se détendre, mais il va rester sensible aux stimuli extérieurs. C'est-à-dire que, en fait, il va sentir que son corps se relâche, se descend, sa fréquence cardiaque diminue. Mais par contre, s'il y a un collègue qui rentre dans le bureau, hop, tout de suite, il va se réveiller et il va écouter ce qui se passe un petit peu autour de lui.
Donc, quand le faire, la période la plus propice, bien sûr, c'est après le repas, parce que tout votre corps est bien occupé à la digestion, et du coup, souvent, c'est là qu'on a une baisse d'énergie. Donc, la micro-sieste est plutôt favorable à ce moment-là. Et en fait, voilà, elle va consister plus en fait à un moment finalement de relaxation qu'à faire la sieste à proprement parler en fait. Donc en fait, il n'est pas forcément nécessaire de s'allonger. Vous pouvez faire ça sur votre bureau en croisant les bras, voilà, ou tout simplement en mettant un peu votre fauteuil en arrière. Vous pouvez aussi mettre un petit cale-tête, enfin voilà. Et il y a des entreprises qui maintenant font carrément des salles de dédiées pour les micro-siestes avec des transats. Voilà, on est vraiment dans le top du top. Je ne sais pas si dans la fonction publique territoriale, on peut mettre ça en place, mais pourquoi pas. Et puis après, ça peut être de façon individuelle. Chacun peut se faire son petit espace un peu cocooning dans son bureau, éteindre la lumière, faire une petite atmosphère calme. Il y en a qui mettent des masques pour les yeux. Enfin voilà, vraiment vous faire un petit temps calme en fait, pour repartir après en meilleure forme finalement. C'est vrai que on s'est rendu compte, il y a quand même eu des grosses études qui ont été faites là-dessus, des vraies études par des grands scientifiques, que en fait, eh bien effectivement, la micro-sieste fait diminuer le stress. Elle facilite aussi la mémorisation, la concentration, la vigilance et du coup, un peu l'énergie au travail et diminue la somnolence. Voilà. Voilà pour le sommeil. Je pense qu'on a tout terminé. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fini sur ces deux présentations. On peut passer à la partie questions. Donc, j'invite chacun à lever la main via Teams pour voir éventuellement s'il y a des questions à l'animation, aussi à la préparation des diapos. Donc, voilà. Merci à vous. Merci à tous.